Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Ici en Provence-Alpes, au sommaire de cette édition, le phénomène Jul au stade Vélodrome pour 2 concerts. Le rappeur marseillais triomphe dans sa ville dès ce matin. La foule de fans était au rendez-vous. Nous vous ferons vivre cette ambiance enfiévrée dans quelques instants. Une professeure de l'université Aix-Marseille insultée et menacée de mort dans une vidéo postée par un étudiant sur les réseaux sociaux. Le dossier est entre les mains du procureur de la République d'Aix-en-Provence. Le championnat de France UNSS d'escalade se déroulait cette semaine à Briançon. 800 collégiens et lycéens y ont participé. Aujourd'hui, la compétition combinait 3 types de grimpe. Et à la une de l'actualité nationale, la colère des agriculteurs toujours mobilisés contre le projet de loi Duplon qui ne lève selon eux pas suffisamment de contraintes à leur métier. Les actions se multiplient depuis hier dans les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne et l'Île-de-France. Un vent de folie souffle sur la cité phocéenne après avoir rempli le Stade de France. Le mois dernier, Jul est en concert au Stade Vélodrome ce soir et demain. Un doublé dans sa ville pour celui qui s'est imposé comme l'un des artistes les plus populaires et prolifiques du rap français. On va retrouver Sonia Boujama aux côtés d'une partie des 80 000 fans de Jul attendus ce soir. Ce soir, Jul déchaîne littéralement les passions. Vous pouvez le voir tout autour de moi, des dizaines de milliers de personnes se trouvent déjà au pied du Vélodrome, venus assister au concert de Jul. Et il y en a qui viennent même de très très loin. C'est le cas de Wendy. Wendy, vous venez tout droit d'Île-de-France. Oui, exactement. Je viens tout droit de Paris et je suis venue à Marseille pour le voir pour la première fois et je suis grave contente, quoi. Et pour la Parisienne que vous êtes, il représente quoi, Jul ? Il représente tout, vraiment. J'ai grandi avec lui, il a toujours été là dans mes oreilles, à fond chez moi et tout. C'est l'amour de ma vie, quoi. L'amour de votre vie, carrément. Et je suis aussi avec Romane. Romane, vous êtes venue avec vos enfants et vous avez même préparé une pancarte pour l'occasion. On la voit là à la caméra. Romane, vos enfants aussi grandissent avec Jul dans les oreilles. C'est ça, on a fait le déplacement depuis Montpellier avec toute ma famille à l'occasion de mes 30 ans. Et aujourd'hui, pour nous, Jul, il représente juste l'icône du rap français. Et ce soir, je pense qu'on va tous remuer le Vélodrome et danser tous ensemble sur toutes ces musiques. Et on va tout faire péter. Je sais, ça a été compliqué d'obtenir des places pour beaucoup de personnes. Exactement, ça a été vraiment un travail de longue haleine. Et finalement, on est là et on va vraiment en profiter. Et maintenant, je vais laisser le mot de la fin au public. Ce soir, dites-moi, quel est le programme ? Ce soir, je passe tout, cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir, j'oublie tout, et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, qu'on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours, vers le bonheur, moi je cours. Également dans l'actualité, l'UNI, association étudiante, a alerté la direction de l'université Aix-Marseille de la diffusion sur les réseaux sociaux de propos insultants et menaçants contre une enseignante. L'affaire est étudiée par la justice. Gilles Amar et Nicolas Chébriand. C'est cette vidéo postée sur les réseaux sociaux le 7 mai dernier qui est étudiée par le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Un jeune homme profère des insultes à l'encontre d'une de ses professeurs. Je vais chercher son arbre généalogique, je vais chercher des blazes et ensuite je vais tous les insulter un par un jusqu'à Une minute d'insultes, mais aussi de propos appelant au châtiment divin que nous avons choisi de ne pas diffuser. À la vue de cette vidéo, l'UNI, mouvement étudiant de droite, a effectué un signalement auprès de la direction de l'université. Ça pose question qu'un étudiant qui arrive jusqu'en Master 2 à l'université puisse tenir de tels propos, puisse également diffuser ce genre de contenu. On demande un vrai sujet de fond, une prise en compte des sujets, une sensibilisation à la radicalisation, donc à travers notamment un audit au sein de l'université. Sollicité, la direction de la faculté nous a répondu par ce communiqué. Aix-Marseille Université a bien été informée de cette situation qu'elle prend très au sérieux. Les mesures adaptées à ce type de signalement ont immédiatement été appliquées. Des mesures qui n'ont pour l'instant pas été divulguées. Cette situation ne laisse pas insensibles les étudiants et professeurs rencontrés aujourd'hui devant la faculté. Ils préfèrent témoigner anonymement. Je trouve que c'est très grave et très inquiétant pour un professeur qui vient justement pour donner des cours et transmettre un savoir, de recevoir ce genre de menaces, peu importe les circonstances. C'est très triste. J'ai déjà entendu parler de ça avec un autre collègue qui a été agressé ici à l'université il y a quelques années. Le problème, c'est que certains étudiants ne font pas la distinction entre l'étude scientifique et l'attaque à la personne. J'ai aussi déjà été dans une position à devoir me défendre et je n'aime pas ça.
Contacté, le Crous nous a confirmé qu'il étudiait aussi le cas de cet étudiant résident de son parc universitaire. Le centre musulman de Marseille visé par le rapport du ministère de l'Intérieur sur l'entrisme des frères musulmans. Il regroupe notamment la mosquée Mariam, des associations et un collège-lycée sous contrat privé auquel la présidente des Bouches-du-Rhône et le président de région ont décidé de suspendre les subventions. Laure Bourgoin et Cédric Cottaz. Les élèves du collège-lycée Ibn Khaldoun sont entrés dans le calme dès 8 heures. L'établissement scolaire appartient au centre musulman, comme la mosquée attenante et des associations du quartier. Ce centre est mentionné dans le rapport gouvernemental sur l'implantation des frères musulmans publié le 21 mai dernier. La tension est palpable du côté du corps pédagogique et de certains parents d'élèves. Aucun d'eux n'a souhaité s'exprimer face caméra. Un père de famille a tout de même témoigné anonymement. Il faut laisser notre communauté tranquille. Il y a 2 poids 2 mesures dans la société. Nous nous sentons harcelés, stigmatisés et systématiquement visés, comme si tous les maux venaient de la communauté musulmane. Dans le rapport demandé par le ministère de l'Intérieur, ce centre est décrit comme, je cite, « le centre de l'écosystème frériste des Bouches-du-Rhône ». Le recteur de la mosquée Mariam et directeur de l'établissement scolaire Ibn Khaldoun est nommément cité comme pouvant être en lien avec les frères musulmans. La région et le département ont suspendu l'aide financière versée à ce groupe scolaire privé. On a davantage besoin d'outils pour nous permettre de lutter contre ces phénomènes, davantage de transparence, transparence dans les financements, transparence dans la formation des personnes religieuses, davantage de transparence aussi pour l'immense majorité des musulmans qui demandent aussi cette transparence pour pouvoir éviter d'être stigmatisés. Les 2 collectivités demandent à l'État de suspendre le contrat qui les lie au collège-lycée confessionnel dans l'attente d'une inspection. L'ex-maire de Toulon, Hubert Falco, a été condamné à 1 000 € d'amende pour avoir en août 2023 insulté, traitant notamment de chien galeux, un journaliste travaillant pour Mediapart. Simon Fonvieille avait expliqué à la barre les tentatives d'intimidation répétées de la part d'Hubert Falco, à qui il a consacré plusieurs enquêtes. Les détails de cette affaire sont à retrouver sur notre site internet. Et toujours à propos du Var, à Salerne, les fortes intempéries ont-elles fragilisé la chaussée au point qu'elle soit éventrée au passage d'un camion grue. Des expertises avaient lieu aujourd'hui. Alexandre Dequitte et Frédéric Cerulli. 2 jours après l'accident, le camion, un semi-remorque de 50 tonnes, est toujours là, dans le jardin de cette propriété, en contrebas de cette route qui s'est effondrée sous son passage. Très vite évacué, le chauffeur n'a eu que des blessures superficielles. On sait qu'il a fait une chute de 5 à 6 mètres et qu'il s'est retrouvé sur le flanc gauche. Plus de peur que de mal. Pour un engin de 50 tonnes, 14 mètres de long et 2,75 m de large, oui, on peut dire c'est un miracle. Des camions empruntaient régulièrement cette route qui mène à un site naturel protégé en travaux depuis plusieurs semaines. On n'a pas tous les détails, une enquête est en cours. On peut imaginer que les dernières intempéries ont dû fragiliser la route et puis le poids du véhicule a dû faire le reste au passage. Le chemin il est formellement interdit suite à ce qui est arrivé. Donc on va passer dans l'autre sens. Voilà, on va passer dans l'autre sens. Très bien. Un chemin très emprunté par les promeneurs. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Imaginez, il y a un mec dessous ou quelqu'un. Ouais, c'est impressionnant. Mais bon, écoutez, il n'y a pas mort d'homme, c'est l'essentiel. Voilà. Avec cet effondrement, des habitants se sont retrouvés bloqués, mais une déviation uniquement réservée aux riverains a été mise en place. Le camion, lui, devrait être évacué dans les prochains jours. Une collecte nationale pour lutter contre la précarité menstruelle. Les bénévoles des banques alimentaires et de l'association Règles élémentaires sont jusqu'à demain dans le hall de certains hypermarchés pour inciter à donner des produits d'hygiène aux plus démunis, en particulier des protections menstruelles. Reportage dans le Vaucluse de Frédéric Dott et Frédéric Roche. Bonjour messieurs, dames. La banque alimentaire collecte des produits d'hygiène féminine ce week-end pour les 4 millions de femmes qui en manquent cruellement. Histoire d'une solidarité encore au rendez-vous cette année.
Dans le hall de cette grande surface, le bénévole de la banque alimentaire voit ses caddies se remplir à vue d'œil grâce aux produits achetés spécialement par les clients. J'ai mis des protections hygiéniques, un lot de gel douche et un lot de dentifrice. On ne prend pas souvent les initiatives d'aller nous-mêmes à l'encontre des gens qu'on peut aider. Donc là, au moins, ils sont sur place et c'est l'occasion de faire un petit geste. Je pense qu'il y a une générosité spontanée. Les gens se rendent compte que les temps sont durs. Et donc, je pense qu'ils sont d'autant plus généreux qu'ils ont conscience que les temps sont durs. Des besoins qui explosent. Quelques minutes dans ce centre de distribution d'urgence qui ne désemplit pas suffisent à s'en convaincre. Maintenant, il y a tout qui est cher. En alimentation, tout ça, je trouve qu'il y a tout qui a augmenté. Donc, c'est important qu'ils en donnent un peu, au moins, pour aider un peu les familles qui sont dans le besoin, quoi. Les protections féminines, un classique désormais dans les paniers distribués par le Secours populaire, même si pour certaines femmes, les demander reste encore délicat. C'est quand même un aspect qui parle de l'intimité. Et non, c'est pas aussi spontané que de dire oui, je veux une boîte de pois chiches. Non. Elle-même bénéficiaire, Florence est aussi bénévole au centre. Elle sait l'importance de l'hygiène pour les femmes en décrochage. Quand je leur propose ça, ou même des rasoirs ou autre chose, elles sont super ravies, même des parfums ou des crèmes. L'hygiène pour soi-même, c'est quand même important pour sa dignité aussi. La collecte des produits d'hygiène se poursuit encore demain. Dans l'actualité sportive, les rugbymen aixois ont surclassé Angoulême hier soir lors du barrage d'accession au top 14. Les Provençaux affronteront Grenoble en demi-finale. Le plus dur reste à venir selon Michel Aliaga. Angoulême qui marque le premier dans ce barrage. 3 minutes. La joie des supporters d'Angoulême aura duré 3 minutes, le temps de voir leur équipe mener au score après cet essai en bout de ligne. La suite, c'est un cavalier seul des Aixois qui ont dynamité les Charentais. Le pack des avants a fait voler en éclats la défense d'Angoulême. En puissance, sur des molles pénétrants, la marée noire a tout emporté sur son passage. Illustration avec cet essai où Harrison, tel un bulldozer, rebondit sur ses adversaires avant de servir Soulan. Il y a même un essai qui mêle talent et réussite. Boedger se fait un drop pour lui-même. Le ballon rebondit dans sa course. 29-10 à la mi-temps. Aix peut savourer. Les Provençaux vont gérer la seconde période et accroître l'écart grâce notamment à cet essai en contre de leur serial marqueur d'essai, Adrien Lapègue. Il va aller marquer un 20e essai cette saison. Adrien Lapègue qui va mettre fin aux espoirs. 49-22, c'est net et sans bavure, mais il faut déjà penser à la suite. Les Provençaux joueront la demi-finale jeudi prochain à Grenoble, la revanche de l'an passé. Cela sera très difficile pour les Aixois. Coup de chapeau, quoi qu'il en soit, à Provence Rugby et au manager Mauricio Rejardo qui a disputé son dernier match à domicile. Grande fête gratuite du basket 3-3 jusqu'à dimanche à Marseille. Des animations et des terrains accessibles à tous, mais surtout des compétitions de haut niveau. Parc Chano. Et pour nous en parler, Raphaël de Chonac, directeur général du groupe Oreca et organisateur de l'événement, est avec nous. Bonsoir. C'est la 3e édition. Alors l'objectif au départ, c'était de faire de Marseille la capitale du basket 3-3. Paris tenu ? Écoutez, Paris qui est en train de se construire. L'objectif, effectivement, avec la Fédération française de basket, avec qui on coproduit l'événement, était de faire de Marseille cette place forte du basket 3-3. Avec, d'un côté, l'objectif était de réunir les 2 plus belles compétitions mondiales de basket 3-3, et de l'autre aussi d'y associer un certain nombre d'animations, notamment le sport amateur, qui pour nous était très important. Et en quoi Marseille a cette culture du basket 3-3 ? Le basket 3-3 par naissance est un basket de rue, un basket très populaire, et c'est vrai qui mieux que Marseille peut complètement représenter cette culture populaire, ce basket de rue. D'ailleurs, la ville de Marseille a beaucoup, avec la Fédération française de basket, développé de basket dans les quartiers. Il y a un projet de 15-20 terrains qui se développe en ce moment.
24 équipes venues de 14 pays, soit une centaine de joueurs, 2 compétitions ce week-end. Voilà pour les chiffres. Le tournoi international dédié aux femmes, c'est aujourd'hui et demain. Celui des hommes, demain et dimanche. Alors, quels sont les grands noms que l'on va pouvoir voir jouer? Alors, vous avez effectivement les Women's Series, qui est la compétition féminine avec laquelle on va pouvoir voir l'équipe de France, avec notamment Laetitia Guapo, qui est une des grandes joueuses, Marie Manet aussi. Et c'est une équipe qui est vice-championne du monde, donc c'est un gros palmarès. Et puis de l'autre côté, on a le World Tour, qui est l'équipe, la compétition masculine, avec notamment nos médaillés d'argent, donc Franck Seguela. Les filles ont déjà joué là cet après-midi. Comment se positionne la France? Les filles ont joué cet après-midi. Elles ont gagné leur premier match, donc c'était plutôt rassurant. Maintenant, vous savez, c'est des compétitions très intenses. Ça se joue en 10 minutes, le premier en 21, et il faut, je dirais, marquer le maximum de points dans un temps très rapidement, court. Un petit mot sur les animations proposées. Alors effectivement, beaucoup d'animations pour les amateurs. C'est un événement qu'on a complètement orienté pour les passionnés, les fans. Des tournois des quartiers, des tournois des collèges, des tournois des partenaires, des tournois des influenceurs qui ont lieu pendant ces 3 jours durant toute la journée. Merci beaucoup Raphaël de Chonac. J'indique que tous les matchs du 3X Festival seront retransmis en direct sur le site de France 3 Provence-Alpes, sur YouTube et France TV. Nous allons maintenant rebondir du côté de Briançon. La ville sous-préfecture des Hautes-Alpes accueillait jusqu'à aujourd'hui les championnats de France UNSS d'escalade, une discipline dont la cote de popularité ne cesse de grimper. Les meilleurs grimpeurs scolaires du pays sont venus s'affronter sur le mur emblématique Le Nid dans une compétition pleine de passion et de dépassement de soi. Chloé Nivard, Fabien Madigou. Merci beaucoup. On a tenu Ils ont notre ami. 11 Merci. minutes par équipe de 4 pour gravir ce mur d'environ 15 mètres de haut. Allez Greta, allez, super, allez. Parmi les favoris de ces championnats de France UNSS, les élèves de la section escalade du collège Vauban de Briançon. Habitués des lieux, ils s'entraînent 4 à 5 fois par semaine. On connaît le mur, on sait un peu comment il fonctionne. Comme c'est les prises du mur aussi, on sait comment elles sont, on ne découvre pas. Du coup, ouais, c'est un avantage. C'est vraiment un cadre d'entraînement qui est idéal pour nous, avec les supports naturels et cette superbe structure. Difficulté, vitesse et bloc, plus de 800 lycéens et collégiens venus de toute la France s'affrontent sur ces 3 disciplines. Un nombre de participants record. On a refusé à peu près au moins 60 personnes, 60 jeunes, tout simplement parce qu'on n'avait pas de place. Il faut les héberger, il faut les nourrir, il faut les transporter. Depuis plusieurs années, public et privé investissent autour de l'escalade à Briançon. Cette salle de bloc dernière génération est mise à disposition des compétiteurs toute la semaine. On est là pour vendre notre territoire et montrer que Briançon est continuellement en train de se développer. Donc nous, c'est plus de la communication qu'une vraie rentrée d'argent. On n'est pas du tout... on met à disposition la salle, donc c'est vraiment plutôt participer à ce bel élan. Dans ce territoire de montagne, la discipline continue de monter. Et les résultats suivent. Lycéens et collégiens briançonnais viennent d'être sacrés champions de France. Place maintenant à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec tout d'abord la mobilisation des agriculteurs, le point de désaccord des syndicats, le changement de cap du gouvernement concernant une proposition de loi sénatoriale visant à lever les contraintes pour les agriculteurs. L'examen du texte est prévu ce lundi à l'Assemblée nationale. Maëva Damois. Des premiers blocages avant la mobilisation annoncée de lundi. Dans les Yvelines, les Hauts-de-France ou encore les Vosges, les agriculteurs se sont regroupés ce matin. Une quinzaine de tracteurs sur l'autoroute A16 fermés à la circulation. Des agriculteurs mobilisés mais aussi découragés devant cette sous-préfecture de l'Aisne. On est tellement dégoûtés qu'on ne veut même plus venir sur une manif et on se dit à quoi bon. Ils s'estiment trahis par le gouvernement 15 mois après la promesse d'une loi censée assouplir la réglementation qui encadre leur métier. Un texte qui pourrait être modifié à l'Assemblée nationale. Le travail du Sénat, il était très bien. On ne le modifie pas, on passe par l'Assemblée et on arrive sur nos fermes. On n'a plus le temps d'attendre. Moi, j'ai plus le temps d'attendre. 2024, j'ai pris une mauvaise récolte. Depuis 2016, en fait, on est en cata. Ma trésorerie, elle est dans le rouge. On me demande de faire du vert alors que je suis dans le rouge. Il faut arrêter les conneries.
Ils demandaient de l'aide pour faciliter le stockage de l'eau, l'accès à certains pesticides ou encore l'agrandissement des élevages. Leur espoir s'amenuise. Dans les Yvelines aussi, la colère est montée d'un cran. Barrage filtrant devant l'autoroute A10, et ce n'est qu'un début, promet ce représentant syndical. Donc il y aura des actions lundi à l'Assemblée nationale et en fait il va falloir s'attendre surtout, c'est à mardi soir et à mercredi, à ce que nous bloquions Paris au niveau des autoroutes. Voilà. Donc en fait personne ne sortira de Paris à partir de mardi soir. La promesse de mobilisation d'ampleur comme en février 2024 s'ils ne sont pas entendus. Ce matin, la porte-parole du gouvernement a invité les agriculteurs à dialoguer dans le calme avec les députés lundi, en parallèle de l'examen de la proposition de loi. Autre fronde, celle des taxis. Ils menacent de poursuivre et d'amplifier leurs mouvements. Blocage, barrage, opération escargot. Dans le viseur des syndicats, un projet de nouvelle tarification pour les transports sanitaires. Une réunion est prévue demain avec le Premier ministre au ministère des Transports. En cas d'échec, la tension pourrait encore monter d'un cran. À l'étranger, nouvelle annonce tonitruante du président américain Donald Trump menace l'Union européenne de 50% de droits de douane à partir du 1er juin. Il estime que les négociations en cours ne vont, je cite, nulle part. En réaction, les bourses européennes ont immédiatement chuté, faisant planer le retour d'un risque de guerre commerciale. La ville de Washington encore sous le choc après le meurtre d'un jeune couple d'Israéliens hier devant le musée juif de la ville. Le tueur présumé de 31 ans, originaire de Chicago, aurait crié « Free Palestine » après avoir tiré sur les 2 victimes. Il aurait agi seul. Benjamin Delombre. Près de 48 heures après l'assassinat de Sarah Milgrim et Yaron Lichinski, les mots d'hommage s'accumulent devant le musée juif de Washington. « On se souviendra de votre amour », est-il écrit sur celui-ci. Toutes confessions confondues, les habitants de la capitale américaine témoignent de leur émotion. C'est vraiment horrible que des choses pareilles puissent se produire. C'est un événement très éprouvant pour nous. Mais bon, on est une communauté forte, résiliente et on est ensemble. À 1000 km de là, dans le quartier d'Albany à Chicago, les enquêteurs ont perquisitionné un appartement de cet immeuble. C'est là que vivait Elias Rodriguez, l'homme qui, selon la police, a tiré à 21 reprises sur le couple de diplomates israéliens et qui, peu de temps après son passage à l'acte, a revendiqué avoir agi pour Gaza. Âgé de 31 ans, Elias Rodriguez se présente comme un étudiant en histoire. Ces dernières années, il aurait multiplié les petits boulots et ici, en 2017, on le voit lors d'une manifestation de soutien à des minorités. Selon les médias américains, le jour de l'attaque, et sur un compte qui lui appartiendrait, il aurait posté ces mots sur le réseau social X. Intensifier la mobilisation pour Gaza, ramener la guerre à la maison. Selon les enquêteurs, le mobile terroriste ne fait aucun doute. Inculpé pour assassinat, Elias Rodriguez risque la peine de mort. On vient de l'apprendre, 12 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau à la gare de Hambourg. Le suspect a été arrêté par les forces de l'ordre. Retour en France, peine maximale requise pour Joël Le Squarnec. L'avocat général a demandé 20 ans de réclusion avec une peine de sûreté des 2/3 pour l'ancien chirurgien jugé pour viol et agression sexuelle sur 299 personnes. Retour en Provence-Alpes, le festival Zieco refait vibrer Marseille avec sa 2e édition. Depuis mardi et jusqu'à demain, une vingtaine d'artistes sont sur scène dans 4 lieux différents, de l'espace Julien au Makeda en passant par la Messonne et le Théâtre de l'Œuvre. On retrouve en direct devant l'espace Julien qui fait le plein ce soir Virginie Dubois et son invitée. Oui, tout à fait. Alors ce soir, Claire, la salle est pleine, hein, ils ont fait complet, mais il n'y a que 1000 personnes. Alors ça peut faire peu, hein, à côté des 80 000 de Jul, mais je vous assure qu'il va y avoir une super ambiance. Et ils viennent de partout, figurez-vous, n'est-ce pas? Bonjour John. John et Jackie, where are you come from? From North Carolina in the US. Only for this show? For this show, for La Limananas, yes. J'adore La Limananas. Eh ben voilà, hein, c'est pas fantastique. Alors on va retrouver tout de suite Clément qui va nous parler donc de cette 2e édition. Vous avez vu qu'ils viennent quand même des États-Unis, de Caroline du Nord précisément, pour voir The Liminianas ici
à Marseille. Incroyable, vous vous y Ouais. attendiez? Pas vraiment, mais Non. en même temps, les Minianas, c'est un groupe français, mais qui a une grande notoriété aux États-Unis notamment. Ah oui, incroyable. Donc c'est complet depuis un moment, donc c'est quand même un groupe assez confirmé qu'on est ravis d'avoir ce soir. Alors, The Echo, tout de suite, on a envie de savoir pourquoi The Echo, pourquoi ce nom? Alors pour être honnête, on trouvait ça joli déjà, et puis si on réfléchit un peu, c'est que c'est un festival qui se veut un peu une chambre d'écho pour donner la parole à des musiques qu'on entend peut-être un petit peu moins, qu'on voit moins à la télé, qu'on entend moins à la radio, voilà. Un peu les scènes alternatives, c'est ça? Ouais, des scènes alternatives, des musiques qui sont peut-être moins représentées, ou en tout cas pas sur un focus aussi complet que celui qu'on essaie de faire, à la fois en termes de style, de date, voilà, de salle, où on essaie d'occuper tout le centre-ville de Marseille. Pas mal, hein, 4 salles, c'est ça? Ouais. Ça a démarré mardi? Ouais, tout à fait. Vous avez fait le plein à chaque fois? Alors peut-être pas à chaque fois, mais tous les jours il y a eu des concerts magnifiques, des salles pleines aussi. Voilà, donc, jusqu'ici tout va bien, on est très contents. Jusqu'ici tout va bien, mais ça va continuer à aller bien. Ouais. Il n'y a pas de raison. Ouais, bah, ce soir on est complet. Et puis demain il y a encore plusieurs concerts super. Il y a notamment Raoul Vignal à la Oui. Maison, qui est un artiste de folk. Voilà, donc une musique assez précieuse dans une petite salle. Ça va être super beau. Et puis on finira un peu en apothéose le soir avec Brian Magic Tears et Rendez-vous, qui sont deux groupes vraiment des étoiles montantes du rock français. Et puis Marie Davidson, qui est une productrice de musique canadienne, musique électronique canadienne, voilà, qui viendra clôturer la soirée de façon un peu plus dansante. Voilà. Alors on pensait au départ que c'était plutôt rock, mais finalement non. Quand vous dites musique créative et inventive, pourquoi c'est des musiques finalement différentes, mais Ouais. la musique c'est forcément créatif qu'ils arrivent, là c'est pas mal. Ouais, non, effectivement, toutes les musiques sont créatives. Là, ce à quoi on s'intéresse, c'est des musiques qui sont peut-être un petit peu plus en marche parfois, un peu curieuses, un peu aventureuses, voilà, qui sortent un peu du cadre, qu'on a moins l'habitude d'entendre. Et voilà, c'est ça qu'on a envie de défendre sur The Echo. Quel est le groupe là qui arrive? Eh bien, ça doit être The Leminianas, hein, a C'est priori. Ouais. Et ben voilà, on les en direct. Vous êtes content d'être ici ce soir? Nickel, c'est le top. Regardez, je travaille et tout, c'est trop bien. Et bien justement, moi je vous propose, pour se quitter, de les écouter. Merci, mais c'est pas moi qui passe ce soir. Culture encore, le palmarès du Festival de Cannes sera dévoilé demain. Coup de projecteur ce soir sur quelques Provençaux de cette 78e édition, parmi lesquels la comédienne et réalisatrice Avia Herzi et la réalisatrice Princia Carr pour son premier long métrage Les Filles Désir, reportage d'Adrien Gavadi et Camille Bossard. Pour faire briller la Provence et ses talents aux yeux du monde, quel meilleur endroit que le Festival de Cannes, une vitrine en or massif. Demandez à Avia Herzi, née à Manosque, elle concourt cette année pour la Palme d'Or. Les projecteurs sont braqués sur elle, mais il ne faut pas oublier qu'en Provence, il y a aussi un cinéma moins médiatique qui bouillonne et qui espère faire sensation à Cannes. C'est le cas notamment des Filles Désir, une incroyable immersion dans le quotidien, criante de vérité, dans le langage aussi, vous allez entendre, d'une bande de potes des quartiers nord de Marseille. Eh ben, décidément, le centre, le ballon, la drague de merde, avec vous, il n'y a rien qui change, hein. Ça te dit quoi? Frère, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu crois que c'est l'hôtel ici ou quoi? J'ai cherché du taf toute la journée, j'ai rien trouvé, tu me casses les couilles, c'est bon? Oh, le mec, il a plombé l'ambiance. On disait quoi? C'est elle, il veut brancher les copines en face. Tu veux laquelle, toi? Je te mens pas, je veux elle avec le maillot sirène. Mais non, mauvais choix, mon frère. T'es prêt à sortir les rames ou je t'en conseille une autre? Ça va, tu sais, je t'en sors 45 de rames. Dis-moi juste laquelle. Tu vois celle avec la petite pince là-bas, là? Avec le ballon? Ouais, avec le ballon. Tu vas la voir et juste tu t'intéresses à elle, tu poses des questions, t'habites où, tu fais quoi? Mais pas de là. Tu vas là-bas, là. En fait, là, je comprends pas. Pourquoi tu viens, tu te cales avec nous, je sais pas. Tu vois pas, je suis en train de parler, tu peux pas me les laisser couilles, tu terminer es là, de parler? tu te cales avec nous. Tu crois que tu es un homme ou quoi? Tu nous parles de gadgets, Est-ce de que je te chats. parlais à toi déjà? Comment ça, les garçons et les filles peuvent pas parler Pourquoi tu ensemble? fais la hein pute en fait, dis-moi. Je comprends pas. C'est quoi te. Hein? Mais comment tu parles, toi? T'as même pas les sous pour t'en payer une. Et les putes, elles baisent au moins. Tarpe-moi, comment tu parles. Parce que Tahar, il parle bien là?
Ce film raconte les amitiés, les déchirements, lorsqu'une ancienne prostituée en voie de rédemption fait son retour parmi les siens. C'était toute pâle, vous êtes moche, wesh. Ça donne un petit peu un aspect super réaliste, limite documentaire. C'est-à-dire qu'on est dans leur vraie vie. Super film, vraiment hyper touchant, beaucoup d'émotions. Des acteurs qui jouent vachement bien quand même. La façon de parler, c'est difficile à assimiler. Et alors, on a été très heureuse d'avoir le sous-titrage en anglais. Et qui surtout ne se prennent pas au sérieux, nageant en plein bonheur d'être pour la première fois à Cannes, en pleine lumière. C'est beau. Eux qui depuis 8 ans ont appris à jouer en travaillant sur ce projet. On est tous ensemble, ça fait 8 ans qu'on travaille sur ça. Et c'était un rêve. On ne se le disait pas, on n'y croyait pas trop. Et là, d'être là, c'est fou. Montrer ce Marseille-là à la face du monde, le monde du cinéma est aujourd'hui à Cannes, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, je viens de Marseille et pour moi, Marseille, c'est une ville très joyeuse et très colorée. Et souvent, quand même, on montre notamment les quartiers nord de manière assez sombre. Et en fait, ce que je vis à leur côté depuis 8 ans, mais même aujourd'hui, c'est beaucoup de joie en fait. Et j'ai vraiment la foi en notre collectif. Et donc, je suis heureuse de pouvoir montrer que ce collectif est fort, qui détricote l'héritage d'une virilité mal placée. Et donc, voilà, comme dit Mortada, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Car la route pour eux ne fait que commencer. L'heure est à la fête, mais le travail reprendra bien assez tôt. Marseille et sa région n'ont pas fini de bousculer le 7e art. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez dans quelques instants tout le sport, suivi du feuilleton Ainsi Grand Soleil et de la grande soirée rugby avec la finale de la Challenge Cup entre les Anglais de Basse et Lyon. Très bonne soirée à tous et à demain, 12h25 pour un nouveau point sur l'actualité régionale, nationale et internationale.